Bonjour, vous avez été très intéressé par les carnets de survie pour la guerre, et c'est le carnet de survie 72 heures. J'ai fait un certain nombre de sujets. Aujourd'hui, on va voir un sujet qui fait partie des choses que vous devez mettre de côté pour les 72 heures. C'est évidemment l'argent. Le paiement en espèces, la monnaie, il vous faut un moyen d'échange nécessairement. Donc, c'est ce qu'on va étudier lors de cette vidéo. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez payer en espèces, hein, en liquide, et ça ne peut pas vous être refusé. Sauf, il y a un certain nombre d'exceptions. Le paiement en devises étrangères, par exemple, peut être refusé. Pièces en billets et mauvais état, donc il faut que vous gardiez des pièces et billets en bon état. Et oui. Évidemment, la fausse monnaie. Le nombre de pièces, c'est important. Voilà, vous pouvez pas payer plus de 50 pièces pour un seul paiement, ça peut être refusé, hein. Vous devez faire l'appoint, donc ça aussi, il faut peut-être penser à emporter suffisamment de types différents de pièces. Il faut, pour des raisons techniques ou de sécurité, donc il va y avoir les horodateurs, etc. Le montant du paiement en espèces est-il limité? Alors, entre particuliers, il n'est pas limité, mais un écrit est nécessaire au-delà de 1 500 euros. Le paiement à un professionnel est autorisé jusqu'à 1 000 euros. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes expatrié, votre domicile fiscal est à l'étranger et que vous réglez une dépense personnelle, c'est le cas pour l'achat d'un véhicule privé, bah, dans ces cas-là, le plafond, c'est 15 000 euros quand même. Donc c'est vraiment intéressant de voir que finalement, quand vous êtes expatrié, bah, vous pouvez, à condition que votre domicile fiscal soit à l'étranger, hein, évidemment, eh bien à ce moment-là, vous pouvez utiliser beaucoup d'argent liquide. Euh, Ces plafonds ne vous concernent pas si vous n'avez pas d'autres moyens de paiement ou pas de compte bancaire. Donc c'est intéressant. Vous devez présenter une pièce d'identité pour tout paiement supérieur à 1 000 euros. Bon, je ne vais pas vous faire toute la page, hein. Vous pouvez aller voir sur le site service public, paiement en espèces, c'est décrit. Donc ça, c'est important à savoir. Alors, il faut savoir aussi que selon les pays, vous avez différentes réglementations. Alors, vous avez une page qui s'appelle le Centre européen des consommateurs. Vous avez l'URL, hein, europe-consommateur.eu, France. Je vous laisse aller consulter cette page. Elle m'a posé à moi beaucoup de problèmes, je ne vais pas la décrire. Je ne vais pas la décrire, mais sachez néanmoins que vous allez retrouver pour tous les pays d'Europe, les pays où vous avez des limites de paiement en espèces, et les pays où vous n'avez pas de limite de paiement en espèces. Et vous allez voir, par exemple, vous avez le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Autriche, dans lesquels vous n'avez pas de limite au paiement en espèces. Il y a aucun souci. Je vous laisse consulter le site. Je l'affiche pas plus longtemps parce que je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai des problèmes d'affichage avec. Voilà. Mais c'est un site qui est vraiment intéressant parce que vous allez avoir le détail par pays. Donc vous pouvez aller voir la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, la France, l'Allemagne, enfin, l'Espagne, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Parmi les choses que vous pouvez emmener avec vous, alors il y a disons deux choses. D'une part, il peut y avoir éventuellement quand même de la monnaie, des devises étrangères. Des devises étrangères, ça peut être intéressant, généralement dans les cas de crise, quand des pays ont vraiment des problèmes économiques graves, eh bien à ce moment-là, euh, les devises, je pense en particulier au dollar, hein, ça peut être intéressant d'en avoir un peu. Alors je crois pas que ça dépend des pays. Vous n'avez pas nécessairement le droit de les conserver par devers vous, donc c'est à vous de voir comment vous gérez ça. Mais c'est vrai que le fait d'avoir du dollar,
de retour d'un voyage, par exemple, ou ce genre de choses-là, ça peut être intéressant. Ça peut permettre, bah, dans certaines situations, voilà, de s'en sortir éventuellement. Mais vous avez d'autres possibilités. Vous avez les métaux, hein. Vous avez l'or, gold ou le silver. Donc, il y a une différence, je trouve, entre ces deux métaux. Alors, fiscalement, l'achat et la vente de ces deux métaux sont traités de manière différente. Voilà, donc je vous laisse ensuite voir les détails. Mais disons que en gold, on peut afficher la partie gold, hein. Quand vous avez des pièces en gold, je vais vous en afficher. Alors j'ai pris un site au hasard, hein. Je connais pas particulièrement ce site-là. Mais vous avez, donc, par exemple, vous voyez, vous avez des pièces comme ça, les pièces en argent, qui valent à peu près ouais, une trentaine d'euros, hein, une trentaine d'euros. Mais si vous allez voir des pièces en or, donc, euh, voilà, euh, voilà, ça doit être à peu près ça. Alors, attendez, je vais regarder. On va sélectionner les pièces, en fait. Alors, si je sélectionne les pièces, coin, voilà. Voilà, vous avez un certain nombre de pièces possibles. On voit que les pièces en or, hein, c'est quand même des choses qui sont relativement chères. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de valeurs qui sont stockées dedans. Donc là, euh, par exemple, essayer de trouver quelque chose de connu. Kangourou, ça c'est l'Australie. Maple, ça c'est le Canada. Harmonique. En fait, pour en trouver, faut aller vers ce qui coûte le moins cher. Voilà, price, ça doit être inférieur à 500 euros. Là, déjà, donc vous avez des lyres. Euh, L'idée, c'est quand même d'avoir peut-être, voilà, bah, par exemple pour la France, bon, c'est out of stock, hein, mais je vais essayer de voir s'il n'y a pas que chose. Bon, bon, vous avez les francs suisses. French, Napoléon. Voilà, donc vous voyez, c'est des choses qui valent à peu près, voilà, si je prends 20 francs suisses par exemple, eh bien ça vaut à peu près 500 euros, quoi. Pareil pour les francs, les anciens francs français. Là, on voit un Napoléon. On voit que ça tourne aux alentours de ces prix-là. Donc, si vous voulez, ça, c'est très transportable. Le problème, c'est que ça vaut très très cher. Donc, si vous voulez vous en servir, tout de suite, vous allez vraiment quelque part attirer l'attention. Si jamais vous les perdez, c'est compliqué. D'ailleurs, enfin, recommande vraiment, quand vous achetez ce genre de truc-là, gardez la facture avec vous, vous la mettez avec la pièce. Comme ça, bah, si vous avez besoin de passer une douane ou de justifier la possession des pièces, bah, vous avez les factures. Donc, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Par contre, avec l'argent, hein, silver, tout de suite, les pièces, c'est quand même des pièces qui font une taille assez importante. Elles sont plus grandes que les pièces de 2 euros, hein, nettement. Bien, vous avez une valeur de, vous voyez, 35 euros. Donc, ça reste quand même déjà raisonnable. C'est beaucoup moins flashy, ça éveille beaucoup moins l'attention, peut-être que des pièces d'or. Vous pouvez utiliser ça pour payer dans un temps de crise, je sais pas, un repas ou quelque chose comme ça. Donc ça peut être intéressant d'en avoir quelques-unes au cas où c'est nécessaire. Et puis bah éventuellement, hein, dans le pire des cas, vous pouvez toujours voir les conditions de vente de la pièce pour retirer de l'argent liquide plus tard. Donc ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant d'avoir ça. Et de toute façon, pour l'or ou pour l'argent, enfin, pour les métaux,
Moi, je vous recommande vraiment de garder avec vous la facture dans une pochette. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est vraiment... donc là j'ai pris un truc aussi un peu au hasard, hein. Vous prenez une pochette comme ça qui est complètement hermétique, et puis vous mettez à l'intérieur, et puis waterproof, c'est-à-dire, là il se trouve que c'est pour téléphone, donc qui laisse passer pas l'eau, hein, qui ne laisse pas passer l'eau, c'est vraiment très important. Et donc dedans, bah, vous pouvez mettre des billets, des pièces, etc. Vous pouvez même répartir peut-être dans deux pochettes si vous craignez qu'il y en a une qui soit volée ou bien qui prenne l'eau ou qui soit abîmée. Donc vous voyez, vous avez quand même un certain nombre de solutions, d'options, de possibilités qui tournent autour des moyens de paiement. Il faut que vous y pensiez avant. Parce que le problème, c'est que vous pouvez très bien vous retrouver donc avec votre argent liquide et les distributeurs peuvent ne pas fonctionner. C'est vraiment ça le problème en fait. Et pourquoi il y aurait ce problème-là? Eh bien, je vais vous montrer de ce pas. Vous voyez, ça c'est une nouvelle qui date du 15 décembre 2024. Pardon, du 12 décembre 2024. Donc vous voyez, c'était il y a 3 jours. J'enregistre ça le 15 décembre 2024. Et c'est un journal aux Pays-Bas, Dutch News, qui dit garder du cash à la maison à cause des cyberattaques possibles, dit la Banque nationale des Pays-Bas. Donc ça vient quand même d'une autorité, hein, d'une autorité financière de la Banque des Pays-Bas. Il faut bien comprendre une chose, c'est que les pays qui sont plus à l'est et donc quelque part plus au contact avec le front, on va dire, entre l'Ukraine et la Russie, eh bien, commencent à prendre vraiment des précautions. Donc on voit ça en Suède, en Norvège, en Finlande, mais on voit que bah, l'Allemagne, les Pays-Bas, voilà, ils sont quand même très sensibilisés au sujet. Et donc, voilà l'article qui vient de sortir. Donc, c'est la banque, les banques des Pays-Bas recommandent à leurs clients de garder de l'argent caché chez eux à cause du risque que les systèmes de paiement puissent ne plus fonctionner à cause des tensions géopolitiques. Et clairement, hein, la Banque centrale des Pays-Bas, donc c'est comme si vous aviez la Banque de France en France, hein, a dit que les risques d'une cyberattaque sur les infrastructures n'arrêtent pas d'augmenter, en particulier depuis la Russie, mais il n'y a pas que la Russie, hein, il y a tout un tas de... voilà. Et que les paiements digitaux pourraient être disruptés, ça veut dire ne plus fonctionner. Et donc les gens ne pourraient plus payer à manger, etc., avec leur carte bancaire ou par transfert d'argent de compte bancaire à compte bancaire. Donc ça, c'est vraiment un problème. Ils n'expliquent pas, ils ne disent pas l'argent nécessaire, mais ils disent que voilà, c'est l'argent nécessaire. En Suède, ils recommandent de garder suffisamment de cash pour une semaine de shopping. Ouais, de shopping. Donc ce qui ferait à peu près 167, ils sont assez précis quand même, 167 euros pour un ménage de deux personnes. Donc voilà. Et l'association des assurances prévient que entre 150 et 500 euros en cash est généralement assuré, mais pas plus. Donc, vous voyez, quand même, c'est quand même quelque chose d'assez... Il parle, hein, la semaine dernière, le gouvernement a dit qu'il prévoyait des étapes supplémentaires et assurait que le pays peut soutenir un conflit armé majeur ou d'autres crises comme une pandémie ou les services essentiels qui s'écroulent pour une longue durée, qui s'effondrent, l'effondrement. Et donc, ça inclut effectivement, etc. Voilà.
Donc, j'ai trouvé un autre média, hein, Meltpunt, et dont ils en parlent, hein. Donc, ils parlent DNB, Cyberanvalon, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ils ont fait une étude sur les risques, justement. Donc, ils parlent de la stabilité financière, hein. Et puis là, on voit aussi ici le cyber-risque pour la stabilité financière. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose qui les concerne pas mal. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur le sujet, hein. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Vous pouvez faire une traduction avec Google Translate. Ça, c'est du néerlandais, hein. La langue qui parle aux Pays-Bas, ce sont du néerlandais. Donc, vous pouvez utiliser le néerlandais pour faire la traduction et puis étudier un peu ce qu'ils disent. Et si vous voulez, voilà, en fait, le risque est posé, hein, c'est-à-dire que de manière très claire, les tensions géopolitiques créent des risques de cyberattaque alors ça va être soit sur les infrastructures directement de la banque, soit éventuellement sur les infrastructures qui amènent l'électricité à la banque ou même de manière plus générale sur des villes, etc. Et donc, ils prennent en compte ce type de risque et donc ils ont conclu qu'il devient important pour les gens d'avoir du cash chez eux. Donc, c'est pas nécessairement des grosses sommes, hein, c'est ce qui est discuté ici, mais néanmoins, c'est vraiment une recommandation très très chaude. Donc, voilà, moi je pense, quand on étudie un peu on a étudié l'eau, la nourriture, etc., bah, les moyens de paiement, c'est quand même quelque chose de très important. Et c'est très important aussi de penser vraiment à avoir de l'argent liquide. Et on en voit là toute la justification. Non seulement parce que ce genre de choses-là, c'est prévu aux Pays-Bas, ils y réfléchissent, mais ils y réfléchissent aussi dans les pays du Nord, hein, de l'Europe. Il y a pas la moindre raison pour que ça n'arrive pas dans les autres pays européens. Je pense aux pays francophones, hein. Je pense aussi à l'Espagne, le Portugal, l'Italie, etc. Il n'y a aucune raison que ça ne se produise pas éventuellement. Enfin, il y a un risque en tout cas qui existe. Et donc, voilà pourquoi c'est nécessaire de prévoir ça dans son pack de survie. Voilà. Donc, ça fait partie des choses, hein, dont on a discuté de manière plus détaillée. Voilà, bah écoutez, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne journée.